très concrètement. Donc voilà, les relations qui s'opèrent entre vous, les énergéticiens, dans le processus d'élaboration de la stratégie énergie-climat régionale. Et peut-être un premier échange, Arnaud Musoli, sur ce que vous attendez des énergéticiens, justement, sur cette programmation dans les territoires et dans les régions. Nous, on a la nécessité, dans le cadre de la loi... Bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, du coup, j'ai un tabouret plus haut. Ouais, c'est bien. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. La parité est bien Toutes les donnée. deux, d'ailleurs, on est plus haut. Nous, dans le cadre de la réforme et des compétences qui sont les nôtres dans le cadre de la loi NOTRe, nous avons en charge la mise en place de tout le volet économique. Les bassins d'emploi, l'organisation territoriale. Nous avons mis en place toute une série de dispositifs qui nous permettent de nous appuyer sur nos métropoles ou sur nos communautés d'agglomération, en s'appuyant sur tout le réseau économique. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas de formation. Donc on a aussi en charge la formation et on essaie d'avoir une cohérence pour faire en sorte qu'en fonction des spécificités des uns ou des autres, des choix qui ont été faits en son temps par tel ou tel territoire, et bien entendu l'attractivité potentielle fait en sorte que nous avons besoin, bien sûr, d'énergie. À partir de là, toutes les énergies aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution industrielle, sont indispensables à traiter ou analyser. Et forcément, nous sommes, en fonction de nos territoires, nous disposons d'énergies différentes. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a globalement toutes les énergies. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres territoires. Mais nous avons la nécessité de travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que la stratégie industrielle du pays puisse s'appuyer sur cette proximité. Et c'est un débat que nous avons engagé avec le gouvernement, qui n'est pas très simple non plus de ce côté-là, dans la mesure où nous sommes pour la décentralisation. Il est en train de se préparer un texte de loi sur ce qu'on appelle les 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation. Et nous voulons être des partenaires dans le cadre de l'écriture de cette loi qui fera, j'espère, confiance au territoire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà, on va revenir sur cette politique 3D dans un instant. Peut-être si on reste sur cette relation entre énergéticiens et les régions, Sylvie Géano, quel regard vous portez sur cette coopération et peut-être est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour que ça se passe encore mieux? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça vient d'être dit, le rôle des territoires, il est juste essentiel. Il est essentiel pour l'activité d'Elka. J'ai envie de parler un peu de concordance des temps. Le territoire, il résout ça, c'est-à-dire qu'on a une forme de temps long avec cette urgence climatique qui nous paraît lointaine. On sent que ça peut être catastrophique. Mais ça, voilà, on voit ça un peu devant nous, même si, on se rappelle, 42,9 degrés à Paris en juillet cette année, c'était un record depuis que les températures sont mesurées. Donc on commence à le sentir, ce changement climatique. Et puis en parallèle, il y a l'action sur le terrain. Moi, je suis frappée chaque fois que je rencontre des présidents de région, présidents de métropole, de voir que le sujet de la lutte contre le changement climatique, le sujet de la transition énergétique est maintenant dans les 3 premières priorités et très souvent la première priorité. Alors nous, on aime bien ça chez Dalkia parce que c'est extrêmement concret. Moi, le territoire, c'est là où on peut agir. C'est ce qu'on comprend bien. Et donc, on va aller chercher... Alors, chez Dalkia, je ne vais pas vous parler d'électricité, un peu moins. Je vais vous parler, là, pour le coup, plus des énergies locales que nous pouvons valoriser pour en faire de la chaleur et de l'eau chaude et de la vapeur. Alors, c'est important parce que quand on regarde les consommations énergétiques du pays, pratiquement la moitié, aujourd'hui, est consacrée à de la production de chaleur, de vapeur et d'eau chaude. Alors, c'est important de décarboner ça aussi, puisque... essentiellement, c'est le thermique, la chaleur est produite à partir d'énergie carbonée, c'est-à-dire qu'on va faire de la combustion de gaz, de pétrole, de charbon. Alors comment on fait ça pour décarboner l'énergie dans les territoires? Eh bien, on va aller chercher l'eau de la mer, l'énergie de la mer, à Marseille, projet Massiléo, on crée des boucles d'eau tempérées qu'on reprend avec des pompes à chaleur et derrière on produit du chaud et du froid. On a également la première énergie renouvelable en France, vous la connaissez, c'est la biomasse, le bois énergie. Il y a des forêts partout en France. La forêt croît. Et d'ailleurs, chez Dalkia, on aime bien dire qu'on croît aussi en la forêt. Un petit clin d'œil. Et cette première énergie renouvelable elle nous permet d'alimenter des réseaux de chaleur pour aller chauffer des habitants. Première plus grosse chaufferie biomasse publique que nous construisons en ce moment,
qui a été inauguré d'ailleurs à Lyon, hein, qui tourne en ce moment, c'est l'hiver, à Lyon, plus grosse chaufferie biomasse quasiment en centre-ville. Ça peut être de la géothermie également, ça peut être de la récupération de chaleur sur les incinérateurs, très gros sujet. La réglementation d'ailleurs incite à ça. On va aller chercher évidemment à Toulouse l'énergie des incinérateurs pour aller chauffer des milliers d'habitants. Et ça peut être de la récupération de chaleur. En général, il y en a partout. On va chercher des data centers aussi. Hein. Il y a de la chaleur. Vous savez, votre ordinateur chauffe. Évidemment, vous savez ça par cœur. Alors, le numérique, ça nous aide aussi à faire de l'optimisation, mais il faut aller aussi les optimiser. On peut aller chercher de la chaleur sur des installations de froid. On peut aller chercher de la chaleur aussi sur des installations industrielles. Très gros sujet. J'ai malheureusement pas entendu Madame Wargon, mais je sais que la récupération de chaleur sur les industries est un très gros sujet que nous souhaitons développer tous là en France. Par exemple, on va sur la fonderie de PSA à Charleville-Mézières et on chauffe des milliers d'habitants derrière, ce qu'on appelle la récupération de chaleur fatale. C'est ça les énergies locales et c'est le fruit de projets qui naissent dans les territoires. Et juste peut-être avant de continuer, ce qui fait la différence peut-être par rapport à avant, c'est que tous ces projets-là, vous les construisez vraiment, vous les co-construisez. Les régions, les territoires, les élus. C'est ça qui change. Je reviens sur la loi qui nous fixe nos compétences. La difficulté qu'on rencontre dans ces compétences croisées au départ, c'est que chacun faisait un peu tout et cofinançait systématiquement. Ce qui faisait qu'on se retrouvait avec tout le monde fait l'économie, tout le monde fait l'international, tout le monde fait l'environnement, tout le monde fait de la formation, et finalement tout le monde ne fait plus rien. Nous avons essayé avec les régions de France de rappeler un peu les fondamentaux. On est en charge des transports, que ce soit bien entendu les trains avec nos TER, mais aussi tous les interurbains. Et donc comment on adapte ces transports à des horaires adaptés? Est-ce qu'on met des cars électriques? Est-ce qu'on met des hydrogènes? Il y a tout ce qui se décline derrière sur le plan industriel, mais c'est nous qui le finançons. Parallèlement à ça, il y a tout le volet économie, emploi, formation qui dépend directement des régions. Et nous essayons de fabriquer dans le cadre des schémas régionaux d'aménagement du territoire, ce que nous avons mis, ou nos contrats de plans régionaux, des stratégies qui disent comment on peut avoir des résultats sur 3 ans avec une vision sur 20 ans. De façon à ce qu'on ait fait un démultiplicateur et qu'on ait une vision et qui puisse s'appuyer bien sûr sur les élus locaux qui ont leur propre stratégie, légitime compte tenu du fait qu'ils sont élus, mais qui pour autant doivent s'inscrire dans un schéma régional, et c'est le sens de la région de développer ce dispositif-là. On peut s'appuyer d'ailleurs, ça a été dit par la table ronde précédente sur l'Europe, qui sert, si on sait s'en servir quand même l'Europe, et les dossiers bien montés nous permettent quand même d'avoir une accessibilité importante. Le tout, c'est de faire l'effort de construction sur le dossier, ce qui est parfois peut paraître comme compliqué. On a parlé de simplification aussi. Enfin bon. Oui, mais j'étais député européen pendant 5 ans. Quand on sait servir d'Europe, ça marche. Hein. Donc c'est un peu plus complexe dans la méthodologie, mais pour autant, ça fonctionne assez bien. Parallèlement à ça, on a un vrai problème avec le gouvernement là-dessus, recentralisation ou non. En ce qui nous concerne, nous, on a par exemple un exemple très simple, vous avez cité Marseille sur les boucles, on a des territoires où incontestablement, de toute façon, la prise de conscience sur le traitement de l'environnement, la biodiversité, le réchauffement climatique fait en sorte que tout est compliqué. Nous, dans le Sud, on vient d'être impacté très directement par des inondations et en même temps, la très grande sécheresse. Donc on a des écarts absolument incroyables. On a 3 grands ports dans notre région qui sont Toulon, Nice et Marseille. Nous avons fait nos richesses en partie sur nos ports, et en fait nos populations se mettent à haïr leurs ports à cause des grandes croisières. Ce qui est une histoire de fou quand même. Ça représente nos croisiéristes à peu près en retombée économique plus de 150 millions d'euros sur la totalité de la région, en économie directe, donc délocalisable, donc c'est quelque chose de très important. Mais quand vous avez un bateau de croisière qui vient se mettre sur un de nos quais, grosso modo, le bateau de croisière représente la moitié des véhicules qui circulent en ville. Marseille, comme c'est la ville la plus embouteillée d'Europe, ça fait quand même beaucoup de pollution. Quand vous branchez un bateau comme ça sur le réseau électrique, si vous le faites à Toulon, vous éteignez Toulon. Bon, donc ça quand même se pose un gros problème. C'est-à-dire que, est-ce que vous estimez que vous ne devez plus avoir les croisiéristes ? Puisque vos habitants qui sont là disent ce tourisme de masse me pollue et m'asphyxie, ou vous estimez qu'il faut le brancher, mais à ce moment-là, vous êtes dans le noir. C'est une autre alternative. Donc, ce qui veut dire qu'on a la nécessité d'aller plus vite avec les industriels. Donc, on a mis sur la totalité de la région un plan de 30 millions d'euros
avec les croisiéristes, avec les cargos, avec les ferries, pour faire en sorte que d'ici 2020, on soit 100% escale zéro fumée. Mais ça, une fois qu'on l'a dit, il faut que les bateaux soient équipés pour pouvoir se brancher. Il faut que le quai ait quelque chose pour avoir l'électricité quand même. Ce n'est pas le rôle du politique de faire la connexion. Par contre, c'est votre rôle à vous d'y arriver. Et en s'inscrivant dans cette démarche-là, qui est une solution industrielle, économique et technique, pour arriver à fournir l'énergie. Voilà l'exemple d'un jeu collectif. Voilà. Il y a un autre sujet sur lequel on travaille bien ensemble, c'est aussi travailler sur la meilleure énergie, c'est celle qui ne se consomme pas. Hein. D'ailleurs, ça peut être un des éléments de la solution là-dessus, c'est-à-dire comment on arrive à optimiser les consommations, à faire des économies d'énergie, à travailler sur l'efficacité énergétique. Un énorme sujet sur les bâtiments qui sont très, très émetteurs. On travaille par exemple avec les régions sur les collèges, les lycées, à travers ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique. Avec des contrats de performance énergétique, on s'engage à moins 30, parfois moins de 40%, j'ai des exemples en tête, sur des consommations. Et on trouve des logiques contractuelles ensemble qui fonctionnent dans la durée et qui nous permettent de nous engager. Et nous, quand on prend un engagement chez Dalkia, eh bien, si on ne l'atteint pas, la paume, elle est pour nous. Donc c'est des modèles. Je parlais des réseaux de chaleur tout à l'heure. Il y a le système de la délégation de services publics aussi qui permet finalement de bien travailler ensemble avec un acteur énergéticien qui peut investir sur des réseaux au service d'une collectivité, d'un territoire. Et puis, évidemment, il y a toutes les solutions numériques. Il va falloir s'atteler à la tâche des bateaux. Après le bâtiment, il y a apparemment de l'efficacité énergétique aussi sur les bateaux. Est-ce que vous constatez des décalages, des contradictions entre les objectifs politiques affichés et la réalité de terrain, Sylvie Giano ? Non, on peut toujours aller plus loin. Ce qui est sûr quand même, c'est que la transition énergétique, elle ne se fait pas toute seule. On a besoin des politiques publiques. Ça démarre par les politiques internationales. On pense qu'on veut en ce moment des COP, etc. Mais enfin, il y a des accords, c'est une première impulsion. Et puis, il y a surtout ce qui va se passer au niveau de l'Europe ou de la réglementation française. Moi, je ne développe pas aujourd'hui des réseaux de chaleur sans le fonds chaleur. Magnifique aide publique. D'ailleurs, la programmation, la PPE qui arrive augmente la dynamique sur le fonds chaleur avec l'idée de baisser les émissions de carbone sur la production de chaleur. Ça, c'est un très bel outil de politique publique. On ne sait pas faire sans. Pourquoi ? Parce que le prix des énergies carbonées, je vous invite à regarder le prix du spot, du prix du gaz en spot, qui atteint des records de niveau bas. Si autour de 10 € du mégawattheure, des choses comme ça. C'est des niveaux qui nous permettent pas de rentabiliser des projets de développement de chaleur renouvelable. Et en même temps, la transition énergétique, elle ne se fera pas si on ne maintient pas de la compétitivité pour les entreprises d'une part, si on ne maintient pas des logiques de pouvoir d'achat, on l'a vu dernièrement dans les territoires, si on ne lutte pas contre la précarité énergétique. Donc ces politiques publiques-là, elles sont essentielles. Je parlais des économies d'énergie tout à l'heure. Il y a évidemment le levier des certificats d'économie d'énergie qu'on connaît bien, mais il y en a d'autres et il y a plein de mesures à imaginer et c'est essentiel parce que sinon, il n'y a pas de logique économique, il n'y a pas d'incitation à l'investissement et ça ne se réalise pas. Alors on va terminer avec l'attractivité des territoires et les compétences. Sur l'attractivité, évidemment, la compétitivité des industries locales est importante pour vous. Est-ce que le partenariat, en tout cas le travail avec les énergéticiens, est de nature à renforcer cette compétitivité des industries ? Non, mais il est indispensable. Il est absolument indispensable. Si je me permets de revenir un peu sur la volonté politique, il suffisait de regarder ce matin dans un grand journal économique qui nous expliquait que, grosso modo, entre 20 et 30% de l'énergie européenne pourrait être fabriquée par l'éolien en mer. Je ne porte pas de débat là-dessus, mais la réalité, c'est que la France est en retard de façon conséquente dans ce domaine-là. Dans les choix qui ont été faits dans les fermes éoliennes en mer, on a, nous, dans le Sud, très grandes compétences. On a eu un arbitrage très important au niveau national pour savoir si, finalement, l'éolien en mer, il allait là-bas, dans l'Atlantique, ou s'il venait en Méditerranée. Dans Méditerranée, il y a le débat. Alors, est-ce que c'est chez Madame Delga ? Est-ce que c'est dans ma région ? Peu importe. La réalité, c'est qu'on s'est mis ensemble avec Madame Delga en disant l'éolien en mer, et c'est pas arrêté quand même à la frontière entre l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que nous avons des filières d'excellence avec des universités, avec des industriels, avec des territoires de fermes en mer qui sont validés par nos pêcheurs pour accepter la ferme en mer qui ne gêne pas la circulation maritime. Et nous sommes battus vis-à-vis du gouvernement pour être réintégrés dans le plan. Alors, est-ce que le plan national va permettre de développer l'éolien en mer ? C'est là où je pense que les politiques ont des vrais choix stratégiques. Si on ne s'était pas marié
pour travailler ensemble avec Mme Delga, l'éolien en mer, en Méditerranée, avec sa filière qui est structurée, aurait fondamentalement disparu. Pour autant, nous sommes en train de travailler avec le Japon, je rentre du Japon, où nous avons vendu des éoliennes en mer sur notre technologie du Sud, qui s'est mariée avec le Bouygues local pour faire des fermes d'éoliennes en mer. Mais les fermes, c'est pas rien, c'est 30 fermes de 1000 éoliennes. C'est pas rien comme mesure. Alors vous allez me dire qu'ils ont le problème du nucléaire, il faut qu'ils trouvent une... Bon, mais en attendant, c'est une volonté politique et stratégique, et on a un savoir-faire. Et dans ces domaines industriels derrière, on a des vraies compétences, et on ne peut pas faire ça vous. Parce que c'est vous qui avez la compétence, c'est vous qui avez le savoir-faire, c'est vous qui avez et qui vous pouvez nous proposer à nous les choix à faire au niveau, bien sûr, européen, ou bien sûr au niveau français, au niveau local, en fonction de sa spécificité. Alors justement, compétences et nouveaux métiers, c'est des sujets bien sûr que vous discutez largement au sein du comité Nouveau Système Énergétique, dont vous êtes la vice-présidente au sein du Conseil national pour l'industrie. Quels sont les messages vraiment importants à retenir sur ces besoins en compétences ? Je rebondirai sur ce message positif parce que on a peut-être eu envie de dire dernièrement que la transition énergétique n'était pas créatrice d'emplois parce que on pense à ces panneaux photovoltaïques qui ont été évidemment très très rapidement produites en Chine et massivement en Chine. En fait, moi, je crois que la transition énergétique va être créatrice d'emplois. On citait l'éolien marin juste à l'instant, une filière industrielle qui peut se créer, et on le voit dans le comité de filière. Je citais la biomasse tout à l'heure. La biomasse, c'est un emploi pour 1000 tonnes de bois exploité. Et puis, donc, dans ce comité stratégique de filière, on réfléchit sur les filières industrielles qu'on va pouvoir faire émerger. Alors, il y a les nouvelles énergies, l'éolien marin, l'hydrogène, on en a aussi beaucoup parlé ce matin. On croit aussi qu'il y a encore du photovoltaïque de niche qui pourrait être construite en France. Il y a peut-être un peu de biométhane. Il y a tout ce qui concerne l'efficacité énergétique qui va créer des métiers. Donc ça, c'est quand même extrêmement structurant. Et effectivement, c'est bien un des objets que travaille le comité stratégique de filière. Cependant, il faut qu'on ait en tête que on a envie de créer ces emplois, mais il faut que ces emplois, ils trouvent des jeunes qui vont se mettre dans ces filières. Moi, je voudrais attirer l'attention que le sujet des compétences aujourd'hui, de trouver ces compétences sur le marché, c'est pas évident. On est plutôt en déficit parce que l'industrie, alors il y a évidemment beaucoup de démarches, les métiers techniques, les métiers industriels ont attiré moins de jeunes dernièrement. Donc on a du mal, moi je vous le dis, j'ai du mal à trouver des techniciens chez Dalkia, des techniciens en génie électrique, en génie climatique, des frigoristes, et Dieu sait qu'on en a besoin. C'est ça aussi la transition énergétique, c'est créateur d'emplois. Alors on a la chance de travailler avec l'UFE, je fais un petit clin d'œil à Christine, pour justement faire cette cartographie des compétences qui arrivent dans toutes les technologies que nous avons citées, et pour examiner comment on va pouvoir mieux communiquer, faire connaître ces métiers, qui sont des métiers qui apportent de l'emploi, des parcours professionnels dans les territoires et qui sont tout de même au service d'une cause incroyable, qui est celui de la lutte contre le changement climatique. Donc allons-y. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi sur ces compétences, les formations en région. Peut-être un dernier point pour conclure, Renaud Muselier, sur le pacte Productis 2025. Comment vous voyez la place des régions dans cette grande ambition ? C'est tout le sens des difficultés qu'on rencontre avec le gouvernement. Nous sommes dans une situation où... Alors maintenant, je suis président des régions de France. Je succède à Hervé Morin et je lui rends un hommage tout particulier pour faire un clin d'œil à la salle pour dire, vous voyez, quand la parole donnée est tenue, ça existe en politique. Et donc, c'est sympathique et ça montre que les choses fonctionnent normalement entre gens normaux qui savent travailler. Ça s'est fait en concertation, bien sûr, avec les autres présidents de région. Nous, on est dans une logique, et c'est plus facile pour moi de le dire. Moi, je suis Marseillais, donc je suis forcément un héritier de Gaston Defferre, même si ce n'est pas ma famille politique. Donc on est forcément décentralisateur. Fondamentalement, d'ailleurs. Pour toutes sortes de raisons, qui font en sorte qu'au fil du temps, on peut voir qu'il y a une mondialisation, donc on est pris par cette espèce de vaste magma, on est connecté surtout tout le temps, et on refuse la reconnaissance faciale dans le lycée. Enfin, bon, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas très bien dans le raisonnement global, mais on a besoin de cette proximité. On a besoin de cet ancrage sur le sol, sur ce territoire, sur nos territoires. On est fiers d'être ce que l'on est. Les autres ne sont peut-être pas fiers pour nous, mais nous, on est fiers d'être là où on est. Et on se retrouve dans une situation où on a la prétention, nous, les présidents de région, de dire qu'on connaît le bassin d'emploi.
Voilà. Parce qu'on a grandi là, parce qu'on a été eu là, parce qu'on travaille là et qu'on sait globalement dans nos cartes de formation professionnelle, dans nos zones d'industrie ou non, dans nos petites ou moyennes entreprises ou dans nos TPE, on sait que c'est plutôt par là qu'il faut voir l'avenir. En tout cas, c'est notre mission. Bon. On se retrouve face à un gouvernement qui, depuis qu'il est en place, nous a plutôt bien traités sur le plan personnel. On s'entend bien. Ah, c'est bien, on est bien élevé. Ok, c'est déjà bien. Mais les arbitrages nous sont toujours négatifs. Et c'est un contraste un peu particulier de recentralisation avec un comportement convenable. Alors ça, c'est nouveau pour nous. Parce que d'habitude, on avait une difficulté de comportement ou d'arbitrage. Mais pas, c'est bizarre. Bon. Donc, on va essayer de revenir dans un mode, je dirais, à peu près normal. C'est-à-dire qui paye décide quand même. Hein, et que nous forcer à faire des économies, c'est à peu près légitime après tout, puisque finalement, soi-disant, nous consommons trop. Après tout, pourquoi pas? Enfin, que quand ils prennent des décisions et nous les fassent payer à nous, c'est quand même un peu inconvenant. Bon. Alors, laissons passer ça. Fort de cette expérience, regardons devant. Les contacts que j'ai eu avec la totalité des membres du gouvernement depuis ma nomination, mon élection, c'est-à-dire depuis 10 jours, c'est le président de la République, le Premier ministre, Madame Gourault, c'est la volonté d'écrire ou de coécrire cette fameuse loi des 3D. Décentralisation, déconcentration, différenciation. C'est-à-dire que la Normandie, c'est pas tout à fait la même chose que même la Bretagne ou que le Sud-Ouest ou le Sud-Est. Bon. Donc on a là des capacités d'intervention pour montrer qu'on a une différenciation. Mais quelle va être la répartition des fonctions? Est-ce qu'on va aller de nouveau dans une décentration un peu plus forte? Moi, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est une clarification. Voilà. Déjà, ce qu'on sait qui fait quoi, on y voit plus clair. Après, on va voir qui paye quand. Ouais, ça, c'est encore l'autre volet. Mais au moins, on peut se retrouver dans une démarche qui fait en sorte qu'on clarifie les situations en fonction des communes, des intercommunalités, des métropoles, des départements, des régions, de l'État. Et ce que nous voulons très clairement inscrire dans cette démarche-là, c'est un rapport de confiance avec les régions qui doit s'écrire avec le gouvernement, qui est issu du peuple dans le cadre des élections, mais qui doit tenir compte aussi des territoires qui ont cette proximité. Et donc, c'est ce que nous allons essayer d'écrire ensemble. Merci beaucoup. Merci Renaud Musoli d'avoir été avec nous. Merci Sylvie Géano pour cet échange, ce regard croisé